Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et pour finir l'année, voilà, on est le 25 décembre après-midi, entre deux repas de Noël, je vous enregistre cet épisode. Et je vous cache pas que j'ai longuement hésité à faire cet épisode sur un peu mon parcours IMO, scolaire, voilà, comment j'en suis arrivé à l'aboutissement de cette année 2022, fin 2022. Durant laquelle j'ai fait l'acquisition pour la plupart du temps tout seul de 1 million d'euros d'immobilier. 1 million d'euros d'immobilier à crédit, vous en doutez bien, mais quand même 1 million d'euros, ça donne un peu le tournis. J'avoue que c'était pas du tout prévu, en tout cas pas forcément prévu, rien n'était prévu comme d'hab. Pour ça que ça ne sert pas toujours à grand chose de faire des plans pour l'année à venir. Il s'est passé beaucoup de choses cette année dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'investisseur. Et donc, il s'avère que j'ai acheté beaucoup d'appartements tout seul, mais pas que. Donc, le but de cet épisode, ça va être un peu de vous raconter comment j'en suis arrivé à ce montant d'achat d'immobilier, quel a été mon parcours jusque-là, parce qu'en fait, on va voir que le montant de ces achats, c'est le fruit en fait d'un long process qui a commencé déjà en fait dans mes années de lycée pour se poursuivre aujourd'hui. En fait, c'est un peu la concrétisation de beaucoup d'événements fortuits ou non, de rencontres, de travail ou non. Et c'est ainsi donc que j'en suis arrivé à ce montant complètement fou d'1 million d'euros d'immobilier. Je vous laisse calculer avec les frais de notaire que j'ai payés cette année. Ça a donné le tournis. Donc bien sûr, je suis pas là pour vous raconter ma vie, ça n'a jamais été le but de ce podcast. Le but de ce podcast, ça a toujours été de vous montrer ce qu'il est possible de faire, la voie que d'autres personnes ou que moi-même on emprunte en tant qu'investisseur pour faire des gros billets. Et donc on va essayer de trouver de tirer des leçons, des enseignements, des choses qui ont fonctionné. Si jamais, je sais pas, vous avez pour projet, vous avez 15 ans, 20 ans, 30 ans, que sais-je, et vous avez pour projet d'acheter une année 1 million d'euros d'immobilier. Voilà comment j'ai procédé. Il y a sûrement des investisseurs qui sont bien meilleurs que moi. Il y en a qui sont bien plus mauvais que moi, ça c'est certain. Je pense que en fait, avant même de démarrer exactement mon parcours, ce qu'on peut en retenir tout au long, parce que forcément j'ai réfléchi, j'ai écrit cet épisode. Quand il y a des interviews, je fais des plans. Quand c'est des épisodes tout seul, je les écris en grosse partie. Et donc, je pense qu'on peut en retirer de cet épisode, c'est que j'ai 2 points forts dans ma vie d'investisseur, c'est bien acheter et avoir un cercle social large qui m'ont permis d'avoir les bons interlocuteurs et bien acheter depuis, en fait vous allez voir tout le parcours, j'ai toujours acheté des trucs au bon prix. Même mon père il me dit mais toi t'es le seul gars qui perd pas d'argent quand il roule en voiture. Voilà, j'ai toujours bien acheté les objets. Après il y a des autres points dans lesquels je suis beaucoup moins bon, le suivi des travaux, la rigueur, peut-être même administrative, même si c'est un peu mon métier, la déco, voilà, chacun un peu ses points forts. Moi, ça a été bien acheter et avoir le cercle social le plus large possible. Et donc, j'ai poncé au maximum cette zone, on va dire, de génie. Je pense que c'est dans beaucoup de domaines des gens qui ont réussi, qui ont fait ça. En fait, c'est trouver sa zone de génie et puis après, foncer là-dessus. Puis pour tous les autres points, faire limiter les dégâts ou alors déléguer si possible. Donc voilà. Comme je vous ai dit, cet épisode, on va voir ce qui est intéressant pour vous, parce que ma vie, elle est super cool, mais je pense que vous en moquez pas mal. Je vais faire un peu le parallèle avec les voyages que j'ai pu faire en même temps que j'ai acheté pour 1 million d'euros d'immobilier. Et donc, voilà, si jamais vous voulez reproduire des stratégies ou en partie, je pense que ça pourrait vous aider à acheter pour 1 million d'euros d'immobilier. Si votre but dans la vie, c'est d'acheter beaucoup moins ou beaucoup plus, il y a peut-être des leçons à en tirer. Mais voilà, ça c'est mon expérience, elle a été vraiment vécue. J'étais encore chez le notaire la semaine dernière et pour ma 6e acquisition de l'année. Donc je vous partage rapidement la jeunesse de Bye Bye Patron, le Bye Bye Patron avec des lunettes et boutonneux. Donc tout commence en fait au lycée. En fait, quand j'ai réfléchi un peu, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis, c'est juste les outils qui ont changé. Donc moi, j'ai fait un bac scientifique, j'étais quand même assez bon à l'école, mais j'étais toujours au fond de la classe. En fait, j'étais toujours un peu le gars qui foutait le bordel. J'étais tout le temps à défier l'autorité, mais voilà, j'aimais bien les matières, mais je me rendais bien compte que les profs, ils n'étaient pas toujours au niveau de la matière. Et donc, j'étais toujours un peu celui qui foutait le bordel, mais j'avais quand même
des bonnes notes. J'arrivais bien, en tout cas là où j'étais assez bon, c'était pour faire des calculs rapidement. Voilà, je m'embrouillais avec les profs, je mettais un peu en toutes leurs compétences, mais bon, les matières, la science et tout, ça m'intéresse encore maintenant, donc je m'en suis sorti. Mon acolyte de cours avec qui j'étais tout le temps, il a fini en prison un peu de temps après. Voilà, c'était pour vous donner un peu l'ambiance. Il était déjà dans l'achat-revente, mais bon, lui, il passait pas toujours chez le notaire pour ses achats-reventes. Donc voilà, je connaissais plein de gens au lycée, je faisais plein de soirées, c'était super cool, comme beaucoup de lycéens, je pense, en France. Et c'est là que j'ai rencontré Michel, c'est pour ça que je vous en parle. C'est là que j'ai rencontré Michel, qui ensuite deviendra mon associé. Au début, on s'aimait pas vraiment, en fait, c'était via nos copines de l'époque qu'on se connaissait. Ça s'était pas super bien passé. Du coup, après le bac, qu'est-ce que j'ai fait? Je savais pas trop quoi faire, comme tous les jeunes qu'on forme. Voilà, l'école, qu'elle soit bonne ou pas bonne, ça je sais pas, mais en tout cas, typiquement, on connaît pas bien les métiers qu'on peut faire. Mais moi, on m'avait parlé de faire du métier d'expert comptable. J'avais même fait un petit stage là-bas pour voir. En fait, j'avais bien compris un truc. C'était que c'était un métier, donc je connaissais quelques professions libérales, du style des avocats, des médecins, des kinés. Et en fait, j'avais bien vu que eux, ils étaient vraiment limités par le fait que c'était que eux qui rapportaient l'argent. Alors maintenant, il s'avère que ça peut être un peu plus compliqué que ça. Mais dans ma tête de lycéen, c'était en fait le kiné, il est payé quand il travaille. L'avocat, il peut avoir une secrétaire, mais il est payé que quand il travaille. C'est que lui qui fournit, voilà, qui crée de l'argent. Le médecin, c'est pareil. J'avais bien vu que les experts comptables, eux, ils avaient des employés qui faisaient du travail, qui étaient facturés. Donc, je me suis dit, ça paraît bien. Puis en plus, j'ai toujours bien aimé les chiffres. Et après, j'ai aussi bien compris un truc, c'est que c'était un métier pas du tout sexy. La mode, c'était prof de sport ou aller dans le marketing, ou pas mal de filles allaient en psycho pour devenir un stit. Mais donc, j'avais bien compris que faire un métier pas sexy, ça allait limiter en fait la concurrence dans les études et que ça allait être possible d'assez bien réussir sans être voilà, en concurrence avec les plus déterminés du game. Parce que après, dans mon parcours, notamment, j'avais des gens qui avaient fait des bacs, à l'époque, ça s'appelait bac techno, technique, je sais plus, enfin STT ou des choses comme ça, ou des bacs pro compta. Voilà, c'était pas sans dénigrer, mais en général, c'est pas ceux qui font les études les plus longues. Donc, voilà, un truc pas sexy, et donc ça m'a bien... en fait, c'est un peu comme dans l'immobilier, on peut faire le parallèle. C'est voilà, trouver une niche qui fasse pas rêver, donc comme par exemple des biens avec des travaux ou dans des villes, peut-être qui ont des réputations qui sont moyennes. Et ensuite, voilà, profiter de cette niche. Donc soit il y a des barrières à l'entrée, par exemple si vous allez sur des gros projets, ça peut être comme les études de médecine. Au bout d'un moment, il y a peu de gens qui peuvent s'aligner, soit vous faites des métiers qui font pas rêver. Et je pense que ça a été une bonne voie que j'ai pris un peu par hasard. D'autant plus que nous, en tant que bons Alsaciens, personne ne veut partir à Paris, donc ça limite aussi vos opportunités. On est bien d'accord d'aller en Allemagne, j'étais parti faire des stages, ou en Suisse, mais à Paris, ça avait l'air d'être un peu aller au bagne. Bon, il s'avère que j'étais un peu très longtemps à Paris, c'est une très belle ville, vous avez beaucoup de chance, les Parisiens, surtout si vous ne travaillez pas. Mais en tout cas, nous, ça ne nous faisait pas du tout rêver. Donc voilà, la leçon numéro 1 qu'on peut tirer de ce début de vie étudiante, c'est que j'ai fait un bon choix, un peu par hasard, je pense, mais dans un domaine où j'ai été bon et qui m'a plu et où il n'y avait pas trop de concurrence. Donc voilà, je pars à l'IUT, qui je croise le premier jour, et notre cher Michel National, donc mon futur associé encore maintenant, hein. Donc avec qui on fait les 400 coups, j'avoue, je sais pas si on peut le dire, les boss du game, mais en tout cas on connaît tout le monde, voilà. Et puis on rencontre beaucoup de gens, les études ça se passe bien, je finis major de la promo. Bon, Michel, lui, s'est un peu perdu en chemin, donc il a fait une année de plus, mais il a pu partir à l'étranger grâce à ça, il a appris l'anglais et tout. Et puis, ça lui aura beaucoup servi à lui, et puis ça nous aura un peu servi à nous également. Bref, je fais ça rapidos, je termine l'IUT, c'est génial. La compta, c'est trop bien parce que c'est soit juste, soit faux. Tout colle, c'est pas comme au lycée où on te demande de faire des démonstrations de je sais pas quoi, que t'as le bon résultat, t'as que la moitié des points parce que t'as pas posé les hypothèses comme il fallait, ou je sais pas quoi. Un peu de la masturbation intellectuelle, je trouvais que c'était ça à l'époque. Peut-être que si je le revoyais maintenant,
ce serait différent. Mais en tout cas, la compta, ça me plaisait bien. C'était soit t'as juste, t'as tous les points, soit t'as faux, t'as pas de points. Bref, je pars à Strasbourg ensuite, notre belle capitale alsacienne. Je travaille comme un fou. Je fais plus ou moins 2 années d'études en une. Je pense que c'est là où j'ai appris à beaucoup, beaucoup travailler. Et en fait, pendant ce cursus, je rencontre 2 personnes. Donc voilà, pareil, je travaille comme un fou, mais je sors quand même pas mal. Et après, en fait, vu que j'avais fait 2 années en une, l'année d'après, c'était beaucoup plus calme. En tout cas, pendant ces études, je rencontre la personne qui va devenir mon futur expert comptable et mon futur banquier, que je crois pas qu'il écoute les podcasts. Mais voilà, un de mes futurs, enfin en fait mon banquier principal, j'en ai plusieurs, mais mon banquier principal, je le rencontrerai aussi pendant ces études. Après, j'arrive via un moyen détourné à rentrer dans une école de commerce sans payer. Voilà, je récolte zéro contact car tout le monde nous détestait dans cette école vu qu'on n'avait pas payé. Je passe 2 diplômes en même temps, donc j'ai un... En fait, c'était dans mon cursus pour devenir expert comptable, j'ai un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Et d'ailleurs, j'ai été juré super mal payé pour ça. Je crois que j'ai gagné 200 euros 200 euros brut pour 3 jours ou 4 jours de travail. Mais voilà. Donc bon, ça a été mon parcours scolaire. Donc en fait, la leçon que je peux en tirer, c'est sortir beaucoup et avoir parlé à beaucoup de gens. Pareil, j'étais un peu dans l'assaut des étudiants à ce moment-là. Ça m'a beaucoup servi. Et d'ailleurs, ben, mon expert comptable, il s'est associé avec une autre de nos camarades de cours qu'on a rencontré justement parce qu'elle n'était pas la même année que nous. Pareil, en organisant nos soirées. Bref, à cette époque-là, donc la leçon 2, c'est sortir beaucoup. La leçon 1, c'était trouver une niche et foncer. Et puis surtout, ne pas trop parler de votre niche. Et puis essayer d'avoir soit une niche où il y a des barrières à l'entrée, soit qui ne fasse pas rêver tout le monde. Leçon numéro 2, sortir beaucoup, élargir son cercle social, ça m'aura beaucoup aidé pour la suite. À cette époque-là, je suis bien à sec comme tout étudiant, hein. Mes parents, ils me donnaient 800 euros par mois. Je trouvais ça énorme. Et j'avais une voiture. Ma mère m'avait donné sa voiture. C'était une Peugeot 306 de 157 000 km. Elle avait, je pense, 13 ans à l'époque. Je l'ai gardée jusqu'à ses 18 ans. Elle a eu un petit crash. Donc voilà, j'étais trop fier de cette voiture. Celle que j'ai la plus gardée. Et puis, le plus, ouais, depuis que j'ai eu le permis. Elle m'a bien servi pour mes business, parce que bon, en fait, les 800 euros par mois qui me paraissaient énormes, c'était presque un SMIC, hein. En fait, j'avais 400 euros de loyer en coloc à Strasbourg, j'avais 120 euros d'essence, parce que pour rentrer chez moi, puis de temps en temps, je me servais de ma voiture aussi à Strasbourg, aussi quand j'étais en stage et tout ça, il me fallait une voiture. Bref, en gros, il me restait 280 euros par mois pour manger, sortir, voilà, plus, de temps en temps, il y a des dépenses qui sont un peu imprévues. Donc c'était pas tant que ça, hein, c'était pas tant que ça. Et donc là, c'est là où j'ai commencé mon biz d'achat-revente de vélo. En fait, à Strasbourg, tout le monde roule à vélo, alors que dans les villes et villages autour, surtout à l'époque, il n'y avait pas tous les bobos écolos. Ils étaient principalement centralisés à Strasbourg. Donc j'ai eu cette idée d'achat-revente de vélo. En voyant en plus à Strasbourg, tout le monde se fait voler ses vélos. Franchement, c'était... Enfin, je sais pas si ça a changé, mais à l'époque, c'était ton vélo. Si t'avais un vélo, même que t'avais acheté chez Carrefour, t'étais sûr de te le faire voler. Donc, il fallait des vieux vélos pourris pour pas trop donner envie aux voleurs qu'on nous les pique. Moi, j'avais un vélo de ma mère, il était rose fluo. Et je crois qu'elle l'avait depuis 30 ans. Allez, j'en profite pour boire un peu. Et donc, j'achetais des vélos dans les petites villes ou quand je rentrais le week-end chez mes parents. Et puis, je les revendais 3 fois le prix à Strasbourg. J'ai fait ça pas mal de temps, hein, et puis après j'ai passé le mot à des potes et les potes ils me disent même maintenant qu'ils ont la paternité de ce business model alors que moi je suis sûr et certain que c'est moi qui commençais par là. Bon, il y a des fois je me suis fait un peu avoir, les vélos ils étaient pas dans l'état attendu, etc. Souvent je devais un peu les réparer. Et puis en fait j'attendais, et c'est là où c'est marrant, on peut faire le parallèle avec l'immobilier, c'est que j'attendais qu'il fasse beau pour faire les photos pour vendre le vélo. Après je mettais des titres un peu, c'était pas putaclic mais il fait beau, c'est le moment d'acheter votre nouveau vélo. Et puis je les lavais bien, je les frottais pour qu'ils brillent. Donc un peu comme les appartements maintenant sur Airbnb. Bon, on a des photographes professionnels. À l'époque, c'était pas le cas. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est juste que on applique les mêmes stratégies à des
à des biens qui sont différents, mais en gros, la stratégie pour moi, elle reste toujours la même. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des consoles, j'ai acheté des consoles, je revendais les jeux à part, les manettes, et cetera. Donc c'est un peu comme maintenant, là, le dernier appartement que j'ai acheté. J'ai 2 garages avec, je les ai déjà loués les 2 à part et puis ensuite je louerai l'appartement. Donc c'est un peu la même stratégie et voilà. Donc j'ai fait aussi des téléphones, je sais plus ce que j'ai fait, des iPods, surtout les iPod Touch à l'époque, c'était la mode. Puis on pouvait les débrider, les trucs comme ça, bref. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, ça tombe bien. Quand on est étudiant, on a du temps et on n'a pas d'argent. Et bon, malgré ça, j'étais à découvert assez souvent. J'avais eu un prix du meilleur étudiant, je crois que c'était 300 € quand j'étais en licence. Et on m'avait demandé ce que j'allais en faire. J'avais dit que pour combler mon découvert. Bref, ils étaient pas ravis, je crois. Et puis ensuite, je me souviens que pendant un an, on n'a pas payé l'électricité avec mon coloc. Parce que c'est aussi un peu, c'est comme les intérêts composés ou quand on épargne tous les mois un peu, là c'était l'inverse en fait. On s'était pas déclaré auprès de l'électricité de Strasbourg. Je sais pas, ça devait coûter 50 € par mois. Puis en fait, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, l'addition elle devenait trop élevée, on n'avait pas d'argent. Donc on l'avait pas payé pendant un an. Et puis après, quand on a eu le mot sur la porte, là, j'ai dû faire les yeux doux à mes parents pour qu'ils m'aident à payer la facture. Et puis on n'avait pas aussi, pourtant c'était il n'y a pas si longtemps, c'était vers 2009, on n'avait pas d'abonnement Internet. On squattait, je m'en souviens, les free Wi-Fi qu'on chopait, on avait des codes, qu'on chopait des gens qu'on connaissait, tout ça. Bref, la magouille d'étudiants, franchement, les membres du club Invest, là, on accompagne dans leur investissement, ils pourront confirmer que on n'en est pas toujours, on n'en est pas encore vraiment sorti de toujours ces petites magouilles, ces petites combines, toujours trouver la meilleure affaire. Et puis quand je vois mes collègues investisseurs qui, pareil, quand ils font leurs travaux, quand ils font leurs achats et tout ça, ils essaient toujours de trouver le bon plan. Donc la leçon 3 de cette période de vache maigre, on peut dire, c'est quand t'as pas d'argent, t'en trouves toujours. Tu prends le temps qu'il faut, mais t'en trouves toujours. Mais en fait, ce que je vois, c'est que je faisais des petits coups, je dépensais énormément d'argent, énormément de temps pour gagner 50 ou 60 euros. Alors moi, ça me changeait vraiment la vie, 50 60 euros à l'époque, parce que comme je vous ai dit, en fait, il me restait 280 € par mois. Mais, quand on n'a pas d'argent, on trouve les bonnes combines pour en dépenser le moins possible et puis pour en gagner un peu. Et je me rappelle à l'époque, je me disais, mais les gens, ils sont fous, ils vendent genre leur iPod Touch 30 € de mois, qu'est-ce que ça vaut et tout. Alors que moi, je suis le premier maintenant, quand j'ai un nouveau téléphone, je fais tout, je le revends, c'est déjà bien, mais je veux qu'il parte vite, que je veux pas en tirer les 10 meilleurs euros, alors qu'à l'époque, je faisais comme ça. Bref, je fais une toute petite parenthèse familiale parce qu'on va me demander qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents, où ils ont. Donc mes parents, faut le dire, ils m'écoutent souvent sur le podcast. Ils sont géniaux, ils sont exceptionnels, ils sont brillants, ils exercent des métiers hyper intéressants. Donc j'ai eu beaucoup beaucoup de chance, je le sais, j'en suis conscient et ils ont beaucoup de chance de m'avoir, bien sûr. Et notamment ma mère, elle m'a donné le goût du voyage et puis le goût d'aller au bout des choses. Et puis mon père, il m'a donné un peu le côté ambitieux et que personne ne doit jamais nous marcher dessus. Et je pense qu'ils ont bien fait leur travail, tous les deux. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, ils m'ont aidé pendant mes études en me donnant ces 800 € par mois. Après, pour le reste, ils m'ont pas donné de dons, quoi. Voilà, j'ai des amis qui ont reçu des appartements, des gros virements et tout ça. Moi, mes parents, ils ont fait de moi la personne que je suis. Ils m'ont pas donné d'argent ni de contact. Voilà, j'avais ma voiture, ma Peugeot 306, elle devait valoir peut-être 1000 € quand je l'ai reçue. Et puis, ils m'ont payé mes études. Je les en remercie fortement. Et quand je vois les gens qui ont hérité, qui ont des parents, qui ont des moyens encore beaucoup, beaucoup plus élevés, et en fait, ça crée tout le temps des tensions, même à 30, 40 ans. C'est tout le temps des histoires dans les familles. Donc moi, c'est un peu un hasard, je pense, mais je suis très content en fait, avec l'argent, je suis parti un peu de zéro. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Voilà, on n'était pas du tout pauvres, on était très, très, très... on a vécu très, très confortablement. Mais voilà, j'avais une voiture à 18 ans. Et, mais voilà,
Merci papa et maman pour tout ça. Et sinon, donc c'est là que ma vie elle bascule un peu. Après, là où je peux leur en vouloir, c'est qu'ils ont eu des super bons métiers. Ils ont eu leurs galères, mais ils étaient toujours épanouis. Et moi, je pensais que j'aurais le même épanouissement dans mon métier. En fait, je connais presque personne qui, de ma génération, est aussi épanoui qu'ils ont pu l'être, en tout cas dans leur métier. Il n'y avait pas encore peut-être autant de bureaucratie quand ils sont allés, pas autant de monde, plus de dossiers. Là, je pense que les villes de province, elles allaient sûrement mieux comparativement à maintenant, où beaucoup de choses ont été centralisées, etc. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que ce soit un peu différent. Bref, c'est là où ma vie bascule à la fin de mes études. Le hasard des rencontres, comme on dit, fait que je pars à l'étranger. Je travaille, donc j'ai jamais travaillé en France si ce n'est mes stages. La compta qu'on m'a appris à l'école, elle sert quasiment à rien. Enfin, si la compta elle sert, parce qu'en fait c'est une norme européenne qui fixe la compta d'Europe continentale. En tout cas maintenant que de toute façon les Anglais sont sortis. Donc c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Mais la fiscalité, bon c'est pareil, il y a beaucoup de points communs, mais c'est pas tout à fait pareil. Le droit, alors là c'est complètement différent, je pense. Notamment j'avais beaucoup de cours de droit social à l'époque. Tout ça, ça sert plus à rien. Mais bon, en tout cas, j'avais bien vu que l'expertise comptable, alors je pense que ça a été mon cabinet, ça, ce serait cool. Mais en tout cas, quand j'étais en stage, franchement, c'était horrible. Les collègues, parce qu'en fait, les comptables, ils ont souvent mauvaise réputation. Et il y a une part qui est vraie. En fait, enfin, mes collègues que j'avais, c'était des gens qui avaient très peu d'ambition. Pourtant, j'étais dans un cabinet d'expertise comptable. On était quand même 40 là, au stage de fin d'études. En fait, franchement, c'était horrible. Et ça parlait gâteau, ça parlait du chat, ça parlait de meubles de jardin. Enfin, moi, je rêvais à une vie complètement différente. Et donc, ça a pas été. C'est là que j'ai décidé de partir à l'étranger. Donc, si j'étais resté, très probablement que je serais devenu expert comptable et que j'aurais des revenus. Les experts comptables, ils gagnent bien leur vie encore maintenant. Mais voilà. Je suis parti à l'étranger. À l'époque, nous, pour la compta, il n'y avait pas d'Erasmus. De toute façon, ceux qui partent en Erasmus sur étudiant la compta en France, on sait que ce ne sera pas pour l'apport scolaire, ce sera plutôt pour un peu découvrir le monde. Et voilà. En gros, leçon numéro 4, on repart de zéro. Mais en fait, voilà, j'étais prêt à la nouveauté, j'étais prêt à partir, découvrir un nouveau pays, découvrir des nouvelles législations, etc. Voilà, je suis parti. Et donc, quand on part, les boîtes qui recrutent le mieux, c'est les boîtes anglo-saxonnes, notamment, enfin, en tout cas dans mon métier, d'audit financier. Donc, j'avais passé, je m'en souviens, j'avais envoyé 5 CV, j'avais 4 entretiens et j'avais eu 3 propositions d'emploi. Et donc, je démarre en tant qu'auditeur financier. J'avais choisi mon employeur parce que c'était celui qui payait, qui avait réputation de payer les heures sup. Donc voilà, je fais un crédit conso pour m'installer 4 000 € de souvenirs pour payer les meubles, la caution de l'appartement, c'était 3 mois de caution plus les frais d'agence. Et en fait, je commençais le 15 septembre, donc j'ai emménagé le 1er septembre et en fait, je devais vivre du 1er septembre au 29 octobre avec seulement un demi-mois de salaire, donc ça allait pas suffire. Donc j'ai fait ce petit crédit à la consommation. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un prêt travaux. Et ça a été mon deuxième prêt un peu court terme comme ça que j'ai fait dans ma vie. Donc voilà, à ce moment-là, je gagne 2300 € net par mois. Donc ce qui peut être une... Bon, j'étais content avec ça, hein, surtout quand on vient de 800 € par mois. Je bosse comme un fou, comme un fou, comme un fou, comme un chien. Je travaille 60-70 heures par semaine, toutes les semaines. Donc c'est en gros, je faisais des cours pour apprendre la langue locale. Donc le lundi et le mercredi, je faisais 8h, 19h30. Et le mardi, jeudi, je faisais 8h, 22h45. C'était l'alarme du bureau. Et puis le vendredi, je terminais vers 18h en général. Et puis, il nous collait bien des petites réunions à 17h pour qu'on revienne tous de chez les clients à notre bureau. Horrible. Donc, c'est là où le concept du bye-bye patron est né. Mais bon, on me payait une partie des heures sup. Ce qui s'est mal passé, c'est que j'ai cartonné ma Peugeot 306. Voilà, j'avais trop travaillé. Le lendemain, j'étais défoncé. J'ai pas vu qu'une voiture freinait devant moi. Donc j'ai tapé ma Peugeot 306.
Elle avait 230 000 km, je pense, à l'époque. Donc voilà, j'ai un emprunt crédit à la conso, j'ai pas d'argent et je dois m'acheter une nouvelle voiture pour aller bosser. Ça rappelle une petite chanson d'Orelsan. Et donc finalement, bah, je fais encore vachement quelques mois, on me prête des voitures et tout ça. Et j'arrive à m'acheter ma Hyundai Coupé rouge à 4 700 euros. Vous pouvez taper sur internet Hyundai Coupé, je crois que c'était une 2005 Hyundai Coupé rouge. 4 700 euros, c'est genre la première voiture que t'as dans les jeux de bagnole, en tout cas qu'on avait à l'époque. Elle fait bien kéké, mais j'en étais super fier. Bref, et heureusement, en fait, mes heures sup sont en partie payées. Donc, vu que je travaille beaucoup, je coffre à mort. En plus, j'ai encore le train de vie d'étudiants. Donc, je pars en vacances. Je me rappelle, on avait loué une maison à 5 pour 1 000 € la semaine. Ça faisait 200 balles chacun. On était descendu à 5 dans la voiture. En Seat Ibiza, tout ça. Donc, voilà, je dépensais très peu. Au bout de 2 ans, je m'en souviens, j'avais épargné 16 000 €. J'avais payé ma voiture, remboursé mon emprunt, donc mon crédit conso. Donc là, c'est la leçon numéro 5 que je pense que beaucoup de gens ont. C'est en fait, mais bon, c'est important de le savoir, c'est en fait quand ton train de vie, il est faible et surtout quand tu t'es habitué à vivre en dessous de tes moyens ou à vivre avec un train de vie faible, bah vraiment, tu dépenses beaucoup moins alors que tôt ou tard, quand il monte, il monte, il monte. Après, c'est très, très compliqué de revenir en arrière. Et donc, voilà, en 2 ans, j'ai épargné 16 000 €. Je suis assez content, hein, mine de rien. Et puis, j'ai payé ma voiture. Je crois qu'à ce moment-là, je l'avais revendue. Je m'étais acheté une Mégane 2 coupé cabriolet. Je me sentais le roi du monde avec ça. Siège rouge, là, un peu intérieur de bar miteux. Bref. Donc voilà, quand tu travailles beaucoup, tu dépenses peu. Même moi, hein, les soirs où j'enregistre les podcasts, et ben, c'est pas un soir où je vais au restaurant avec des potes ou quoi, donc je dépense très peu. Mais bon, il y a d'autres moyens de dépenser. Mais voilà ce que je peux vous dire. Donc, donc si vous voulez épargner beaucoup, ben, c'est un bon moyen. Travaillez beaucoup. En plus, essayez de vous faire payer vos heures sup. On ne les payait pas tous, mais franchement, j'étais un peu le harceleur comme ça. J'avais bien compris que les managers, c'est pas eux vraiment de leur poche que l'argent sortait. Donc, par contre, eux, ils voulaient que les dossiers soient finis. Donc, je faisais un peu pression là-dessus. Bah écoute, si tu veux que je continue à travailler, tu me signes mes heures sup. Donc, voilà. Ma belle vie d'auditeur. Et donc, on est il y a 10 ans, j'achète mon premier appartement, c'était pour ma résidence principale. Mon seul critère, c'était comme pour les voitures, les vélos, les iPod Touch, faire une bonne affaire. Je savais pas à l'époque combien de temps j'allais rester dans ce pays. Et donc, j'avais visité. Et franchement, j'avais eu, je pense, l'œil parce que j'avais visité des appartements qui étaient vraiment pas mal, mais qui avaient des défauts que j'estimais majeurs à la revente, pas forcément pour moi. Du style, il y en avait un, il avait une vue sur une station-service, c'était un peu moche, même si la station, elle était pas super proche non plus, mais j'ai décidé de pas faire d'offres, c'était parfois survolé par les avions, tout ça, bon, voilà, je pensais juste, voilà, je sais pas quand je pars de cet endroit, je veux acheter, et puis laissez-moi tranquille, je veux juste faire une bonne affaire. Donc voilà, j'étais dans une ville où tout le monde parlait d'immobilier, tous mes collègues et tout, parce que il était déjà super cher à l'époque. C'était donc il y a 10 ans, il était à 5 500 € le mètre carré. Il faudrait que je regarde combien le mètre carré il était à Paris. Allez, en 2012, prix au mètre carré. Donc c'était les mêmes prix qu'à Paris et maintenant dans cette ville c'est un peu plus cher qu'à Paris même je pense, enfin, en tout cas en moyenne. Euh, Donc, j'ai acheté cet appartement. À l'époque, on me prêtait, je trouvais que c'était énorme, 250 000 € avec mon salaire de 2 300 € net. Donc, j'étais endetté. Je crois que quand j'ai signé, c'était 53% de mon salaire, mon emprunt. Et en plus, après, il y avait encore les charges de copro. Hein. Donc, il restait plus trop d'argent. Donc, je m'endette le plus possible. C'est un peu une erreur hein, que beaucoup de gens font quand ils sont jeunes en achetant leur résidence principale. Après, en y réfléchissant bien, de toute façon, on pouvait pas. Enfin, voilà. Peut-être que j'aurais pu acheter un peu plus petit, mais en fait, le calcul que j'avais fait, c'était les frais de notaire. Je m'étais dit, là, si je revends pour acheter plus grand un jour, en fait, je vais perdre les frais de notaire. Et je me suis dit, ouais, à l'époque, enfin, les frais de notaire, je sais plus, c'était à peu près le même montant qu'en France, de l'ordre de 7-8%. Donc je me suis dit, ouais, si là j'ai un emprunt de 250 000 €,
Dans 5 ans, j'aurais peut-être remboursé, allez, 40 000 euros. Et en fait, si je rachète un truc, voilà, 7% de 250, en fait, j'aurais perdu 30 000 euros de notaire. Donc, autant acheter le plus gros possible. Comme ça, à la fois, bah, je vais pas déménager tout de suite, selon ma vie familiale, ce qui se passe et tout, j'aurais pas forcément besoin de vendre. Et en plus, bah, si le marché il continue à monter comme c'était le cas à l'époque, et c'est ce qui s'est passé, et bah, le plus je m'endette, le plus le bien il va prendre de valeur. Voilà, bon, au final, je sais pas si c'était à refaire, si je le referais, mais ça s'avérait pas la pire idée du siècle. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? On en revient, bah, en fait, j'ai appliqué à l'époque, même sans trop d'expérience. En fait, j'avais l'expérience des vélos, mais un des conseils fondamentaux, et je reviendrai là-dessus à différents moments, mais un des conseils fondamentaux que d'ailleurs je partage dans ma formation Négocier pour faire des gros billets, c'est il faut connaître le prix du marché pour faire une bonne affaire. Si vous ne connaissez pas le prix du marché, vous n'allez jamais savoir si vous avez fait une bonne affaire ou non. Ça sert à rien de négocier des montants de fou. Si en fait vous ne savez pas ce que c'est le prix du marché, on s'en fout de si vous avez négocié 1%, 5%, 30%. Le but, c'est de savoir combien vous avez payé par rapport au prix du marché. Bref, au bout de 3 ans, dans cette boîte d'audit qui m'a appris à bosser comme un chien pour zéro reconnaissance, voilà, vous devez vous reconnaître là-dedans. Je décide de me casser. Je pense que je fais un bon move parce que je trouve un boulot mieux payé. En fait, je me suis formé entre-temps et j'ai postulé un boulot hyper niché, encore plus que, voilà, déjà dans la compta. Bah, c'était niché parce que, surtout des comptables à bac+5 avec de l'ambition et tout ça, bah, il n'y en a pas tant que ça, les gens qui ont vraiment de l'ambition. Ils font, je sais pas, ils font avocat, ils font médecin, ils font des choses ingénieurs, que sais-je. Mais là, je me suis vraiment niché, je me suis dit, ouais, si à un moment tu veux vraiment qu'on te paye bien dans ta vie, eh ben, il va falloir que tu trouves un truc dans lequel tu es super bon et dans lequel il y a quasiment personne. Donc, j'ai fait un peu des recherches. Bon, c'est hyper précis dans la finance d'entreprise, mais je me suis trouvé une niche. Et en fait, c'est encore de là que je tire mes plus gros revenus. Donc, je change de métier et je gagne à cette époque-là donc 3 800 euros net par mois. Voilà, c'était une bonne niche, hein, il s'avère, même 10 ans après, c'est encore une bonne niche. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux arrivants, ça fait peur à tout le monde. Et donc voilà, c'est là où j'ai mon activité principale, mon activité principale qui m'a permis notamment d'acheter 1 million d'euros cette année. Bon, on en arrive donc à mon premier appartement locatif. Voilà. On arrive dans le dur 32 minutes de podcast. Pour l'instant, j'ai acheté qu'un appartement, c'est ma RP, donc on n'est pas très bon. Voilà, pareil, je veux faire une bonne affaire. Je visite. Je le vois direct, même sur l'annonce. Je ne sais même pas si on a vu les photos. C'est une bonne affaire. On rentre dedans. Je parle avec l'agent. Voilà, je socialise comme j'ai toujours fait. Socialise, on dit? Sociabilise. Voilà. En tout cas, je parle à l'agent et il m'explique qu'il a 12 visites dans la journée pour l'appartement. Donc ça, si ça, c'est pas un signe. Donc je signe l'offre. Il avait une offre déjà pré-remplie sur lui. Donc je la signe au prix. Et voilà, il m'a appelé. Il y en avait un qui avait fait une offre 5 000 euros en dessous. Et puis, bah, il l'avait pas eu. Moi, je l'ai eu. Après, il m'avait rappelé, je me souviens, pendant que je déjeunais pour me dire, écoutez, le suivant, le visiteur suivant était déjà là, donc je lui ai fait voir l'appart, mais en fait, il a voulu me faire une surenchère, mais j'ai pas accepté. Il est pour vous. Voilà, un agent immobilier très correct. Je le remercie. Alors cet appart, c'était un peu galère, c'était une bonne affaire. C'était vraiment... Il s'avère que ça a été une bonne affaire, mais moi, je voulais acheter le bien un peu le moins cher. Voilà, on était dans ce marché qui était fou. À l'époque, je sais plus combien j'avais dû payer, peut-être 7 000 euros le mètre carré. Hein, le prix, il avait bien augmenté. Donc j'ai acheté ça, c'était mon premier appart locatif, bien sûr, il n'y avait pas moyen. Je l'avais donné à une agence pour qu'elle me trouve un locataire, elle ne me l'avait pas trouvé, je l'avais trouvé moi-même. Ma locataire, elle a commencé d'abord à me payer, puis finalement elle ne m'a pas payé, c'était quelqu'un de très problématique. Je suis allé au tribunal tout seul pour plaider parce que je voulais pas, j'avais pas. En fait, à ce moment-là, il faut se dire quand même, j'avais plus de la moitié de mes revenus qui partaient en remboursement, voire un peu plus pareil. J'avais pas payé les charges de copro de cet immeuble. Le gars m'avait jamais contacté vraiment, donc je l'avais jamais payé jusqu'à revendre l'appartement 2 ans plus tard. Voilà, c'est un peu moyen si vous avez plus de trésor et que c'est pas un syndic qui vous envoie les huissiers.
de pas payer les charges de copro. En tout cas, je suis allé plaider au tribunal. Finalement, une fois qu'on a eu la décision du tribunal, le jugement, ça allait assez vite, hein. En 3 mois, je crois, elle était dehors, hein. Vu que c'était pas en France, ça allait un peu plus vite. Enfin, en tout cas, quand j'ai eu la décision, elle a décidé d'elle-même de partir en me repeignant l'appartement quand même. Mais bon, elle m'avait laissé une sacrée ardoise. En fait, ça me saoulait d'aller dans cet appartement. Il y avait des dealers un peu à côté, il y avait un peu des camés et tout. Forcément, j'avais acheté l'appartement le moins cher du coin. Et c'est pour ça, maintenant, je le dis très très souvent, hein, éviter, faut faire une bonne affaire dans un quartier qui soit pas craignos. Donc, voilà, franchement, j'ai pas d'argent, j'étais à sec à ce moment-là. Mais j'avais quand même commencé à épargner. J'avais lu le livre à l'époque de Olivier Seban. Je pense que tout le monde mérite d'être riche. Tu pouvais l'avoir gratuitement, ou alors tu pouvais l'acheter. Moi, je l'avais en papier. Et en fait, il disait qu'il fallait se payer en premier, faire un virement au début de mois d'une partie de son salaire. Donc ça, je le faisais bien. Donc j'avais quand même de l'épargne, un petit peu d'épargne. Mais c'était pas fou. Mais je pense que c'était quand même déjà 20% de mes revenus que j'épargne. Bref, je revends et c'est là que la lumière jaillit. Je revends cet appartement avec 70 000 euros de plus-value. En fait, je me rends compte, voilà, l'appartement, j'ai les impayés. Le quartier, ça me saoule d'y aller. Chaque fois que je vais pour faire visiter cet appartement et tout, j'ai peur qu'on me raye ma bagnole et tout. Donc, je pense que j'avais une Golf 6 à l'époque, très bonne voiture. Et donc, je décide de le revendre. Et en fait, là, je prends 70 000 euros à peu près. Donc, ça faisait 2 ans que en 2 ans, j'ai pris 70 000 euros. Et c'était, bah, il y a eu plusieurs conjonctions de plusieurs éléments. Le premier, c'est vraiment que j'avais bien acheté, j'avais bien repéré. Et du coup, j'avais donc fait une bonne affaire. C'est pas pour rien qu'il y avait 12 visites ce jour-là. Le deuxième, le marché s'est emballé et les prix ont beaucoup augmenté, surtout sur les petits biens. Et le troisième, c'est que j'avais un tout petit peu, en 2 ans, j'avais quand même un tout petit peu remboursé l'appartement. Donc j'ai récupéré 70 000 euros. Et là, en fait, j'avais jamais eu de cash de toute ma vie. Et donc là, j'ai eu voilà, la boîte de Pandore. On a ouvert la boîte de Pandore. J'ai de la thune, c'est beau. Puis j'ai bien vendu aussi, hein, là. J'avais des offres que j'avais refusées et tout. J'étais bien déter. Quand on a un bien, on gère ça, franchement, on gère quand même ça assez bien. Donc voilà, 70 000 euros de plus-value, elle est pas belle la vie. Et c'est là où j'ai commencé à acheter des biens en France notamment. Je vais vous raconter ça tout de suite, mais je vais vous faire quand même une petite parenthèse. Plus je suis dans les cercles IMO, plus j'essaie de comprendre le parcours des gens. Et en fait, trop souvent, alors après, ça dépend de l'âge qu'ils ont. S'ils ont plus que 40 ans, je connais pas bien parce que moi, j'ai pas encore, heureusement, enfin, je suis content de pas avoir 40 ans, même si je suis sûr que c'est un âge formidable. Mais en tout cas, j'essaie toujours un peu de reconstituer les pièces du puzzle quand les personnes, elles me parlent de leur patrimoine immobilier. Vu que moi, maintenant, entre-temps, j'ai acheté pas mal de lots et tout ça. Euh, En fait, je vois un peu les revenus que j'avais, etc. Si les gens ils sont salariés, on peut vite, ou s'ils ont des métiers qui sont un peu connus, on peut vite un peu estimer leurs revenus. Et donc, il y a des fois où ça colle. En fait, quand il y a beaucoup trop de lots, soit trop jeunes, soit des lots qui sont déjà payés, soit des lots, soit un patrimoine immo qui est, je sais pas, 50 lots, j'essaie toujours de me poser la question comment est-ce que les gens ils ont fait. Est-ce qu'il n'y a pas un hack? Et très souvent, il y a en fait un élément qu'on n'a pas ou qu'on a que en grattant, en grattant, en grattant. Voilà. Moi, voilà, vous savez, j'ai acheté 1 million d'euros d'immo cette année. J'en avais déjà acheté pas mal avant. Et vous voyez mes 2 hacks que j'ai eu. C'est le premier, je suis parti à l'étranger, j'ai eu des revenus, je pense qu'ils étaient 50% supérieurs à ceux que j'aurais eu en France. Et après, je suis rentré dans un marché, tout le monde disait que c'était trop cher, qu'il fallait pas acheter et tout ça. Bon, moi, je suis allé quand même. Et il s'est avéré que j'ai pris une bonne plus-value, dont cette plus-value de 70 000 euros, qui après m'a vraiment mis le pied à l'étrier, avec des bons revenus. J'aurais mis un temps fou, fou, fou à constituer autant de cash à cet âge-là. Et parce que je pense pas que j'avais déjà 30 ans. Donc voilà, des gens qui ont 70 000 euros sur leur compte avant 30 ans, il y en a hein, forcément, mais moi, je trouvais ça pas mal. Euh, donc, en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est j'ai un peu la bouche sèche, donc je suis obligé de boire. Mais
posez-vous toujours la question quand les gens vous parlent de leur patrimoine immo, de la sincérité de leurs propos, surtout quand ils ont des choses à vous vendre. Regardez où, donc soit ils ont peu de lots, donc là c'est cohérent, soit ils ont beaucoup de lots. Et s'ils ont beaucoup de lots et surtout s'ils veulent vous vendre quelque chose, les invités que j'ai sur le podcast, il y en a que je connais mieux que d'autres. J'essaie toujours un peu de voir, justement, de trouver le hack, qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont arrivés là. Mais parfois je l'identifie pas, parfois ils le partagent pas. Il y a des invités que j'ai refusés parce que je trouvais que c'était pas clair leur comment ils en sont arrivés là. Mais donc voilà, posez-vous toujours la question, vous avez le droit de vous la poser pour moi. Moi je vous ai donné comme pas mal d'éléments dans cet épisode sur comment j'en suis arrivé là. Mais en gros, pour moi, alors, je ne saurais pas dire un nom, mais on va dire si à partir de franchement 35 lots, quand vous avez quelqu'un qui a 35 ans, voilà, ça commence vraiment, vraiment à faire beaucoup. Ou alors même s'il y a 20 lots et qu'il y en a qui sont payés, posez-vous quand même la question de comment on en est arrivé là. Est-ce que, alors je dis pas qu'ils n'ont pas de mérite ces gens-là ni rien, mais voilà, prenez votre position. Vous avez sûrement des points forts, des points faibles. Moi, ça a été mes 2 points forts, ça a été d'avoir quand même des revenus importants et d'avoir été sur ce marché au bon moment. Mais pour d'autres, ça va être de faire les travaux, ça va être d'avoir plus de temps, d'avoir un métier qui est souple, dans lequel on peut visiter beaucoup, des emplois du temps qui sont différents. Enfin, tout le monde hériter d'un terrain ou je sais pas, de quelqu'un, connaître des gens qui veulent se débarrasser de quelque chose. En gros, voilà, pour moi, les hacks que j'ai pu identifier dans le parcours des investisseurs, c'est soit ils ont touché un héritage ou une donation, soit ils ont eu des revenus très très élevés. Je parle franchement pour quelqu'un, pour moi, qui a plus que 30-35 lots. Quand je parle de revenus élevés, c'est du au moins 10 000 euros par mois net après impôt. Soit ils ont investi sur un marché qui est devenu fou, ça a pu arriver. Moi, ça m'est arrivé en partie. Moi, je n'étais pas assez exposé pour vraiment en profiter à fond, mais il y a des personnes qui sont rentrées sur des marchés qui sont devenus fous, qui ont pu faire beaucoup, beaucoup d'argent comme ça. Avoir fait un gros coup sur autre chose que de l'IMO. Typiquement, j'ai un bon ami à moi, il a investi 8 000 euros sur une biotech et c'est devenu 600 000 euros. C'est une biotech, il avait investi pour une raison X et en fait, il s'est avéré que c'est une biotech qui a chopé tous les tests Covid d'Angleterre, je pense. Donc voilà, il a fait une très belle. Ah, je me rappelle plus du nom de la société. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais le retrouver facilement. Il a vendu au bon moment en plus parce que Novacite, voilà, c'est ça, Novacite la boîte. Regardez le cours de bourse. J'ai un pote qui était rentré il y a des années dessus et puis qui est sorti en plein Covid, donc il a fait pas mal d'argent. Le cours, il est passé quelques centimes, hein, je crois à 14 ou 15 euros. Puis maintenant, il est nouveau, donc je sais plus, les 1 ou 2 euros. Donc voilà. Avoir fait des travaux, donc ça c'est un hack si vous avez fait les travaux vous-même et que vous êtes mis en mode moine, donc ça peut aussi beaucoup aider pour avoir un patrimoine un peu hors du commun. Ou alors connaître un banquier qui vous suit surtout. Et aussi, il pourrait y avoir un autre hack, mais bon, que moi j'ai pas vu souvent, c'est avoir une société, l'avoir revendue, avoir gagné beaucoup d'argent avec ça. En fait, les gens qui ont fait ça, que je connais, en tout cas, ils ont acheté un peu d'IMO, mais surtout, ils ont relancé un projet entrepreneurial, ils n'ont pas fait que de l'IMO. Donc voilà, c'est un hack qui existe, mais c'est pas forcément le plus courant. Donc voilà, mettez-vous toujours surtout sur Instagram, sur les réseaux, quand il y a des personnes qui vous disent qu'elles ont des choses à vous vendre, qu'elles ont un patrimoine immobilier exceptionnel, posez-vous la question de comment elles en sont arrivées là. Et voilà. Enfin, elles ont sûrement des choses à vous apprendre, même si on a touché un héritage et qu'on a pu de là faire fructifier cet héritage, tant mieux. Il y a beaucoup de, parce qu'en plus c'est pas évident, je suppose, hein. Il y a beaucoup de mérite à faire ça, mais voilà, votre parcours, il va pas être le même si vous avez touché à 500 000 euros d'héritage ou si vous partez de zéro. C'est tout. C'est un fait, c'est comme ça, surtout quand on voit combien de temps on met à faire 100 000 euros. Typiquement, moi, encore, j'ai fait un bon coup, mais je vous ai dit, en fait, ça a 30 ans, en gros, que j'ai eu plus ou moins 100 000 euros à investir. Alors que j'avais quand même des bons revenus. Il y a des personnes, ils l'ont bien avant, donc ils gagnent sur vous 4, 5 ans, et puis c'est pas 100 000, c'est 300, c'est 400. Bref, j'accélère un peu. Je vois que l'IMO, il est trop cher dans la ville où j'habite. Ça devient complètement fou.
Donc on était à du 400 000 euros pour les studios, donc je vois qu'il y a zéro renta, je voulais faire du locatif. Donc je me mets en recherche en France, et aussi je commençais à avoir plus de certitude sur la fiscalité, parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de podcast, il n'y avait pas vraiment de... Il y avait quelques contenus, mais bon c'était un peu compliqué. Et donc, j'achète mon studio à 23 000 euros. Donc, ça a été mon tout premier épisode de podcast. Il était affiché à 30 000 euros. Pareil, je fais un super bon achat, une super bonne négo. Je parle avec la voisine, je fais une offre à la casse, une belle offre de bâtard à 20 000 euros. Et puis finalement, on se met d'accord sur 23 000 euros. Toujours, voilà, faire la bonne affaire à l'achat. Comme je vous l'explique dans tous les podcasts, comme je vous l'explique dans la formation de négocier pour faire des gros billets. Voilà, faites des bonnes affaires à l'achat, ça sert à rien ensuite c'est pas l'exploitation quoi qui va vous rapporter un argent fou. Mais en plus, cet appartement, je l'ai quand même assez bien optimisé parce que maintenant, je l'ai en LCD et il fait plus que 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce à mes concierges que j'embrasse très fort. Pour un remboursement de 86 euros par mois, des charges de 70 euros et une taxe foncière de je ne sais plus combien. Mais en gros, il me coûte moins de 200 euros par mois et il fait un chiffre d'affaires de plus que 1 000 euros par mois. Bref, tout ça pour vous dire. Et puis là, bah, forcément, j'avais de l'argent, j'avais un peu les connaissances, je m'étais bien formé, j'avais écouté pas mal de podcasts. Je rachète un autre bien, pareil, je négocie bien. C'était 68 000 affichés, je paye 54 000. C'est un bien aussi que j'ai toujours, c'est mon bien le plus pourri. S'il y a un des biens que je vais vendre prochainement, ce sera celui-là. Mais bon, voilà, à l'époque, c'était un bien qui était parfaitement adapté à ma recherche. Je mets 6 mois à avoir les financements. 6 mois parce que je suis non-résident, parce que les banques, je sais pas, je suis aussi débutant en France, je connais pas bien les codes. Je comprends pas qu'en fait, il faut appeler les banques tout le temps, tout le temps, tout le temps pour avoir des réponses. Et donc, voilà, 6 mois, je m'en rappelle, j'avais fait les offres en mai et en juin, et j'avais signé en octobre et en novembre. Et ensuite de là, bah, Michel, qui deviendra donc mon associé, et moi, on reprend de plus en plus contact. On se rend compte que ce serait bien qu'on s'associe, d'autant plus que lui, bah, vu qu'il est à l'époque, on avait la même banque, HSBC, qui m'avait financé mon petit studio. Et tout ça pour vous dire que et Michel, il était aussi chez eux, donc on s'est dit ouais, on va pouvoir. Et lui, il avait déjà acheté des biens aussi. Donc on s'est dit ouais, on va pouvoir s'associer, HSBC vont nous suivre, grave erreur. Grave erreur. Et moi, je me suis dit, bah, je vais avoir un résident fiscal français, ça va beaucoup aussi nous aider. Et puis lui, bah, vu que j'avais des bons revenus et tout, voilà, ça semblait vraiment être une bonne association. Et puis d'ailleurs, ça l'a été, et ça l'est toujours. Mais bon, on trouve un bien. En fait, c'était un bien, voilà, pareil. Le truc, il avait duré des mois et tout. On négocie comme des bâtards. On paye 45 000 euros au lieu de 60 000 affichés. En plus, même 60 000, c'était pas cher. Maintenant, c'est un appartement, je pense qu'il vaut dans les 90, 100 000 euros. Et on galère de fou. Les banques, elles font les mortes. En fait, elles nous disent jamais non, quasiment jamais non. On a fait au moins 10 banques. Elles nous disent ni oui ni non. On attend comme des idiots. Donc, au bout d'un moment, on a développé la technique qu'on continue d'appliquer parfois. C'est en fait appeler les banques 10 fois par jour. Parce qu'en fait, les banques, elles nous disaient toujours oui, alors on reviendra vers vous dans une semaine. Donc, si c'est le mercredi, le mercredi, on appelle 10 fois jusqu'à avoir une réponse, jusqu'à avoir l'interlocuteur. Et voilà. C'est un bon conseil que je peux vous donner. Devenez le problème numéro 1 des gens qui vous font attendre. Comme ça, ils s'occuperont de régler vos problèmes. Voilà. Pareil, on visite comme des fous. On fait des journées à 10 visites dans la journée. On continue. On achète, je pense, un de nos plus beaux appartements. On fait de super bonnes affaires. On achète 76 000. Un appartement que l'ancien propriétaire, il avait payé 99 000 euros 10 ans plus tôt. Voilà, on enchaîne vraiment les bonnes affaires. On a le rouleau compresseur qui est lancé. On achète, on visite, on achète, on visite, on achète. On a souvent plusieurs biens en cours. Et ah oui, je vous avais pas raconté. En fait, oui, ce qui s'est passé, c'est que donc les banques, elles nous stoppaient parce que d'abord on a demandé est-ce que en indivision, en société, ça change quelque chose. HSBC nous avait dit que non. Et puis finalement, il s'est avéré que oui. Et donc, en fait, on avait fait le tour de pas mal de banques. Et moi, il s'avère que je suis parti en vacances avec un ami à moi que j'avais donc depuis mes études, qui est banquier. Et puis, en fait, je lui raconte la situation. Il dit ouais, mais pourquoi tu me demandes pas et tout. Moi, je dis bah, je sais pas, en fait,
je pensais, bah après j'étais aussi un peu débutant, hein. Je me suis dit, ouais, en plus c'est un ami et tout, je sais pas si c'est bien qu'on travaille ensemble. Il dit, mais vas-y, c'est bon, t'inquiète pas, je suis déjà le banquier d'ailleurs de notre expert comptable là, qui est un pote commun. Et, euh, et donc en fait, c'est lui qui m'a débloqué la situation et grâce à lui, on a pu faire beaucoup d'acquisitions ensemble. Donc vraiment, on a enchaîné là franchement, comme des. Je ne saurais même pas dire comment on a fait de visite. Mais en tout cas, quand on visite, c'est à coup de 10 visites par jour. Le soir, après, dans mon lit, j'en vois 3-4 offres massacrées. En tout cas, en 5 ans, là, on a dû faire des centaines de visites, hein. Je pense ouais, 300 visites minimum. En tout cas, moi, j'ai fait au moins 300 visites. On a visité, on a fait beaucoup de rencontres. Voilà, c'est un conseil que je peux donner. Souvent, les rencontres, le mieux, c'est de les faire dans les appartements en visitant. C'est pas faire le tour des agences. En tout cas, pour moi, je l'ai jamais fait. Donc, je peux pas dire si ça m'a fonctionné ou non. Mais en tout cas, en visitant, c'est là où j'ai fait des bonnes rencontres. Et notamment, on a fait la rencontre du mari d'une copine de lycée à nous deux. Et donc, c'est important pour la suite de mes acquisitions de l'année que je vais vous raconter ensuite. Mais bon, voilà, le volume, le volume, le volume. On a fait beaucoup, beaucoup d'achats. C'était super cool. Donc, leçon numéro 6, le volume. Encore et toujours, dans tout, dans la vie, faites du volume. Sauf avec votre famille, vous en avez qu'une. Mais pour le reste, voilà, quand vous cherchez un artisan, quand vous cherchez un appart, quand vous cherchez un job, hein. Moi, voilà, j'ai fait, c'est en changeant de profession que j'ai pu, enfin, en tout cas en me nichant, que j'ai pu largement augmenter mes revenus. Donc, plutôt que de faire un peu le larbin auprès de son patron qui aura toujours une bonne excuse à la fin de l'année pour ne pas vous augmenter, trouvez quelqu'un qui a besoin de vous et il vous paiera beaucoup mieux. C'est en tout cas la vue que j'en ai. Allez, je prends une gorgée d'eau. On en arrive à cette année 51 minutes de podcast et on attaque enfin avec le sujet du jour. Je pensais que c'était important que vous ayez un peu la genèse de comment on en est arrivé là. Et en fait, mon année d'achat d'IMO, eh ben, c'est vraiment pas la conclusion parce que je vais continuer bien sûr à en acheter tant que c'est possible. Mais c'est en fait le fruit de ces achats, de ces bonnes affaires que j'ai pu faire notamment, qui nous a conduit et puis du réseau qu'on a pu développer. Ce que je vous avais pas dit, c'est que aussi mon gestionnaire locatif sur pas mal de biens, pas sur tous, mais dans une ville là où on a beaucoup de biens, et ben pareil, en fait c'était le fils d'un pote à mon père. Enfin, en gros, quand j'avais 25 ans, je connaissais déjà mon futur banquier, mon futur associé, mon futur expert comptable, la femme d'un agent IMO qui nous aura apporté pas mal d'affaires. Voilà, mais ça, c'est déjà un bon tour, hein. C'est déjà un bon tour. Et mon gestionnaire locatif. Donc, premier appart. Donc, je vous avais dit, j'avais pour objectif d'acheter 5 appartements cette année. Et comme je le dis souvent, il faut trouver un bon vendeur. Je l'explique dans ma formation, qu'est-ce que c'est qu'un bon vendeur ou non. Mais bon, je vais un peu vous en dire un peu plus là-dedans. Voilà, je disais toujours, quand j'achète des voitures, il vaut mieux regarder la tête du vendeur que la voiture. Et l'important, c'est pas combien on paye, c'est pas combien on négocie, c'est combien on paye. Quand en fait, avec les voitures, je vendais des voitures, je mettais toujours, en fait, j'avais acheté un prix que je connaissais, je voulais la vendre plus cher, mais en fait, souvent, je l'affichais encore un peu plus cher et je me laissais toujours, parfois, je le donnais quasiment automatiquement, je sais pas, 200 euros au futur acheteur, comme ça, il était tout content d'avoir négocié, parce que lui, il regardait pas combien il paye, mais combien il avait négocié. Et donc, grâce à ça, il était content, j'étais content, tout le monde était content. Et c'est ce que j'ai fait durant cette année. Il y a des biens que j'ai bien négociés, il y a des biens que j'ai payé le prix affiché parce que c'était déjà des très bonnes affaires à l'achat. Donc voilà, premier appartement de l'année. Alors je vais faire dans l'ordre chronologique des signatures. J'ai le notaire. Premier appartement de l'année, donc justement on en revient au mari de notre copine de lycée qui est agent immobilier. En fait, il nous a déjà vendu des appartements. Et il gère une copro, une très grande copro, je peux y avoir 10 immeubles d'ancienne défiscalisation. Et donc en fait quand il y a des biens, alors les plus grands on les prend pas, mais les T2, les T3 on les prend. Et donc il m'appelle pour me dire écoute il y a une affaire en or, je voudrais la faire, ma femme, donc on connaît en plus, elle veut pas se lancer là-dessus. C'est le concierge de la copro qui donc en fait donc qui est locataire d'un des appartements de la copropriété et c'est le syndic qui paye son loyer.
Donc en fait, vous avez rien à faire, vous contactez le syndic. Le syndic, forcément, il est solvable, hein, c'est les gros syndics. Et il vous paye, en plus, ça veut dire qu'il nous paye d'avance. Donc, point de vue trésorerie, on avait un différé d'emprunt, je crois. Pas beaucoup, mais un petit différé d'emprunt cet appartement. Et en plus, on a été payé en avance par trimestre. Donc, c'est tout bénef et ça nous a bien aidé au cours de l'année. Donc, voilà, premier appart. Donc, c'est pas une renta de fou, mais vous imaginez bien, on a la certitude d'être payé par la copro. L'appart, il est nickel. C'est un concierge qui est dedans. Il fait pas n'importe quoi. Il sait faire des travaux, il sait faire des petites réparations. Son appart, il est nickel. J'étais dedans, Michel était dedans. Top, top, top. Donc voilà, il n'a pas une rentabilité de fou, mais il a quand même une très bonne renta, je trouve. On a une renta. Alors toutes les rentas que je vais vous dire, c'est mon calcul. C'est pas le calcul exact, c'est dans aucun livre que c'est comme ça. Mais moi, je trouve que ça va vite. Quand on visite des centaines de biens, ça va vite comme ça. Après, c'est juste à vous de mettre le niveau de renta que vous voulez accepter ou non. Moi, la renta, c'est le loyer hors charge x 12 divisé par le prix d'achat plus les travaux si on a. Et donc là, on a une renta de un peu plus de 8%, 8,7% sur ce bien. Donc vous voyez, off-market. Ça, c'est vraiment le fruit d'années de visites et de rencontres et d'achats antérieurs. Et donc on achète cet appartement à quand même une renta qui est plus que correcte pour de la longue durée, je trouve, 8,7%. Il s'avère que c'est la première fois que je suis pas allé chez le notaire pour un achat. Moi, je m'envolais pour le Pérou parce que je vous avais dit, mes deux objectifs, c'était d'aller dans 10 pays dans l'année et d'acheter 5 biens. Donc là, on était en mars. J'avais déjà été à Barcelone, à Dubaï, à Athènes et je m'envolais pour le Pérou. J'avais bien commencé l'année. Boum, j'avais un appartement, 8,7% de renta. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je profite d'un passage éclair en Alsace pour visiter. Donc en fait, c'était avant la signature, mais je suis à l'arrache, je regarde juste, jette un œil sur le bon coin. Je vois qu'il y a un appartement qui est pas cher. Et en fait, c'est aussi dans une copro. En fait, quand je dis copro, ouais, c'est des copros en fait de plusieurs immeubles. Et c'est dans une copro où on a déjà aussi un appartement. L'appartement dans lequel on nous a envoyé les huissiers au cours de l'année. Voilà, je vois que c'est pas cher. On a déjà acheté un appartement, donc on connaît les prix, on connaît un peu le quartier, on le connaît forcément. Et voilà, en gros, je vois que c'est pas cher. Je suis avec l'agent, il reçoit plein d'appels. Forcément, c'est vraiment, vraiment pas cher. C'est moins de 50 000 euros l'appartement. Ok. Donc voilà, je dis à l'agent, je vous fais une offre au prix. Franchement, c'était pas cher. Et depuis, j'ai regardé des annonces parce que vu qu'il y a beaucoup d'immeubles, il y a des appartements à vivre, des appartements à vendre dans cette copro. Et j'ai jamais vu un appartement affiché à ce prix-là dans cette copro depuis lors. Donc c'était une bonne affaire, je pense. Quand il fallait rafraîchir tout l'appart, il fallait tout refaire. On a mis, je pense, bien 12 000 euros de travaux dedans avec notre artisan que j'ai rencontré via mon gestionnaire que, comme je vous ai dit, je connaissais en fait de plus ou moins du lycée aussi. Donc, c'est mon gestionnaire qui nous a conseillé notre artisan. Donc voilà, le réseau, mais le réseau de toute votre vie, pas le réseau seulement de je suis investisseur, je donne des cartes de visite quand je vais à des événements, quoi. Donc, bon, voilà, l'appartement, franchement, il est pas très grand. Il est dans une copro qui est plutôt bien tenue. Ah oui, je vous avais pas dit. Premier appart, c'était de la défisque. Donc c'était un vendeur qui avait surpayé le bien. Il l'avait payé plus de 2 fois le prix qu'on l'a payé. Il n'est pas venu enfin, à aucun des actes. En fait, il était là. Donc, enfin, en fait, je sais même pas s'il était là à la signature. Peut-être qu'il y était, je sais pas, parce que vu que c'est Michel qui a signé pour nous deux. Mais en tout cas, on n'a pas eu de contact direct avec lui. Et ça devait être, donc c'était un bon vendeur, dans le sens où ça devait être quelqu'un, sûrement quelqu'un qui payait beaucoup d'impôts, qui avait acheté de la défisque et qui n'était pas à 10 000 euros ou 20 000 euros près, qui voulait juste se débarrasser de l'appartement. Deuxième appartement, c'était une dame. Elle avait quand même, je pense, la soixantaine. Elle l'avait acheté il y a un bon petit moment, sûrement qu'il était remboursé l'appartement. Et donc, on a pu l'acheter comme ça.
Donc voilà, bon vendeur par rapport à si ça avait été un couple de petits jeunes qui venaient de l'acheter et dont la femme est enceinte, qui veut l'acheter un plus grand mais qui n'ont pas trop les moyens, tout ça, qui ne seraient pas trop prêts à lâcher sur le prix de vente de l'appartement. Celui-là, il est rentable après travaux. Je pense qu'il doit être à 10%, tout pile. 10%, donc voilà, franchement, c'était un bon achat. Quand vous avez une renta à 10%, il n'y a pas à négocier, hein. Franchement, enfin, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, pour moi, voilà, j'étais toujours dans. Je voulais en acheter 5. Je ne voulais pas acheter l'affaire du siècle, une seule affaire. Je voulais en acheter 5. Donc, voilà. Il s'avère donc que cet appartement, on l'a signé. Je pense que c'était en juin. On l'a signé en juin, exact. Michel, donc ça c'est le dernier achat avant un petit moment, je pense que j'ai fait. Donc avec mon associé Michel, on a bien bourlingué là ces dernières années. Il m'annonce qu'il part au Canada. Donc voilà, qui dit Canada dit ça va être très compliqué pour lever de la dette. Et donc bah voilà, je suis tout seul. Ce sera donc le dernier appartement que j'ai signé avec lui. Mais bon, on continue de les gérer et notre association elle perdure dans d'autres projets. Voilà. Et donc, bah, il est parti au moins pour 2 ans. Voilà, entre-temps, j'ai pas mal voyagé. J'étais notamment en Italie avec mon expert comptable et mon banquier. Et, euh, et en fait, ça faisait 1 an quasiment que j'avais trouvé des biens dans une autre ville, à 300 km de là, je pense, ou 250. Et, euh, et en fait, j'avais vu que, parce que en fait, Michel, déjà, enfin, je sais même plus vraiment la raison, mais en gros, voilà, il y avait des biens enfin, il était sur d'autres projets en même temps, et donc il y avait des biens que j'étais censé acheter tout seul. Donc je les avais trouvés, et en fait, ça a été très compliqué. Je voulais pas passer par mon banquier principal parce que je voulais pas augmenter. Donc, comme vous le savez très probablement, les banquiers ils ont une délégation. Pour des délégations, ils peuvent vous accorder des crédits jusqu'à un certain montant. Et puis ensuite, c'est le banquier plus son directeur. Et puis ensuite, ça remonte au centre. Ça dépend des banques, hein. Mais il y en a où ça remonte tout de suite au centre, à des pôles immobiliers dans des plus grandes villes ou peut-être à Paris et tout ça. Bref. Donc moi j'avais décidé d'aller dans une autre banque parce que je voyais que mon banquier principal, bah, on commençait à avoir pas mal d'endettement chez moi et chez lui. Et puis je voulais qu'on puisse continuer à emprunter via ce canal parce que je savais que c'était compliqué dans d'autres banques vu qu'on n'était pas de la même famille. On nous avait embêtés pour avoir les financements. Et donc voilà, déjà les derniers financements c'était prise de sang. Dans d'autres banques, moi pour moi tout seul, j'ai déjà été chez le médecin. Le gars il vous fait des trucs, t'as pas envie de savoir. Il touche partout, enfin, bon, bref, il te fait suer et tout. Enfin bon. En tout cas, donc j'avais trouvé 2 biens, des super bonnes affaires, un T1, un T2. Donc j'ai regardé les rentas, je les ai notés, 11 et 12% de renta. Non, 11 et 10% de renta. Un T1, un T2. Le T1, je l'ai acheté à des personnes très âgées. Je pense que je les ai pas vues. C'était pas le jour de la signature. Le T2 à une personne qui se séparait. Voilà, franchement, c'est des très bonnes acquisitions dans une très bonne ville. Ça tourne super bien et je les ai très facilement loués. Voilà, je suis très content. Peu de travaux dans celui dans lequel la personne qui se séparait. C'était un jeune qui avait déjà bien refait l'appartement. Et l'autre, par contre, il fallait tout refaire. J'ai dû trouver un artisan sur place. Je l'ai un peu trouvé. Je sais pas si c'était la bonne stratégie, mais bon, en tout cas, je l'ai trouvé. Il a fait les travaux. C'était ok. C'était pas ouf, mais c'était pas cher. Et donc, voilà. Maintenant, c'est fait. Ça tourne. Les 2 appartements, ils tournent. Je suis content. J'entends pas trop parler des locataires. C'est top. Voilà. Donc, on est mi-juin. En fait, j'en suis à 4 appartements depuis le début de l'année. C'est plutôt pas mal, mais bon, j'ai plus d'associés. Ce qui m'embête un peu parce que franchement, c'était vraiment une super expérience. Ça l'est toujours, mais quand on achète, quand on visite ensemble et tout, c'est vraiment vraiment cool. Puis avoir des objectifs communs, etc. Ça nous fait avancer. Et puis quand il y en a, vous savez, on a toujours des niveaux d'énergie qui varient. Puis là, on était vraiment en mode rouleau compresseur. C'était tous les deux, on était déjà ultra chaud. Et quand il y en avait un des deux qui avait une petite baisse de régime, bah il y avait l'autre qui était en mode, bah, qui visite tout seul,
qui fait des offres limite tout seul, et puis après, c'est l'autre qui prend le relais. Pour les travaux, il y en a un qui va après l'autre. Tout ça. Bref, l'été arrive, je vous ai raconté, j'ai fait le festival Hellfest, Tomorrowland. Je me dis, bon, t'es tout seul. Franchement, là, mon mindset était complètement différent. Parce qu'en fait, aussi, ça vous donne une certaine sécurité. T'es avec ton pote, tu te dis, bon, bah, il y a des trucs qui va checker, que toi, enfin, t'es quand même plus confiant que quand t'es tout seul. Même si j'ai fait des centaines de visites, même si j'ai acheté des dizaines d'appartements, quand quand t'es tout seul, c'est pas pareil, hein. Franchement, c'est complètement différent. Et aussi, par contre, t'es beaucoup plus. Enfin, en tout cas, moi, pourtant, elle était déjà avec Michel, mais moi, quand je suis tout seul, c'est en mode. Genre, je sais pas que. J'arrive pas à trouver des mots sages pour dire ça, mais c'est en mode, voilà, je fais mon truc, presque, je pars à la guerre, hein, c'est pas le bon terme, mais j'en ai rien à foutre de rien, on n'est pas dans la demi-mesure, soit je fais une bonne affaire, soit vous dégagez. Voilà, en fait, on a à plaire à personne. Quand, par exemple, on achète avec son conjoint, c'est différent. Quand on achète avec son associé, ben, je sais pas. Enfin, en tout cas, là, j'étais vraiment en mode, m'embêtez pas, je vais faire des bonnes affaires. Bref, il s'avère que je reprends la visite. Je trouve un T2 avec deux garages. En fait, les prix dans cette ville dans laquelle on avait déjà des apparts, ils se sont vachement envolés avec le Covid. Et donc, on avait déjà un appartement dans cette copro. J'en avais déjà parlé, hein. Celui-là, ça date. Dans l'épisode sur ma perte de poids, je m'en souviens. Donc, je trouve l'appartement, je fais une offre massacrée. Le vendeur, il engueule pendant 30 minutes l'agent immobilier suite à mon offre. Lui, c'était pas un bon vendeur. Pour le coup, c'était un gars, il avait de la bouteille. Après, je lui ai parlé, il m'a dit qu'il avait une trentaine d'appartements dans sa vie et tout ça. Franchement, j'ai gratté le plus qu'il y avait à gratter. J'ai dû gratter 15% à peu près du prix de vente pour un bien. Alors là, bah, finalement, franchement, ça va être un de mes meilleurs apparts, mais c'est pas un de mes meilleurs achats parce que finalement, le prix était cher à la base. Donc, comme si je vous dis toujours, il faut payer le montant. Ce qui est important, c'est le montant qu'on paye. J'avais quand même bien négocié. J'avais eu des garages avec. Mais il y avait, franchement, la salle de bain et la cuisine, elles étaient plus ou moins OK, mais elles étaient pas ouf. Là, je suis en train de les refaire. Les prix, ils ont augmenté et tout. Ça va me coûter ouais, bien 12 000 balles de travaux dans un appart qui, en fait, quand on rentrait dedans, ça se voyait pas. C'était pas un appart où il fallait tout péter. Les murs, ils étaient OK, les sols, ils étaient OK. Il y avait un balcon qui est nickel. Mais bon, j'ai cette cuisine, salle de bain, il y a un peu d'élec, il y a un peu des trucs. Bon, voilà, ça monte super vite. Donc, je vais tourner entre 7,5 et 8,5% de renta sur ce bien, en sachant en plus que là, j'ai eu un taux d'emprunt à 2,2%. Donc, j'avais eu l'emprunt, je crois que c'était en septembre. Donc voilà, je suis là-dessus et je l'ai signé en novembre. J'ai signé en novembre, donc je crois que je vous avais fait un topo sur comment, une heure après avoir signé, j'avais donné les clés à l'artisan, j'avais déjà loué un des garages. Donc voilà ce que je peux vous dire. Après, bah, forcément, vu qu'il y a des délais et tout, on remonte un peu dans le temps. Je suis donc l'été, j'ai déjà fait l'offre qui est acceptée sur ce bien. J'ai mes 5 biens de l'année, donc je pourrais être content. Mais je pars aux US, tranquille, claquer encore un peu plus de thunes. Je vais au salon de l'IMO à Bordeaux, je rencontre plein de gens, je fais des podcasts. J'ai fait des podcasts notamment avec David Combe, mais pas seulement, ou avec des gens qui ont des gros patrimoines, hein. Lui, il a plus de 70 appartements, hein. Mais voilà, quand j'en parlais du hack un peu tout à l'heure, déjà, il est plus âgé et il parlait qu'il a travaillé en Suisse pour notamment une famille une famille de milliardaires, et puis encore, il avait un autre métier. Donc voilà, là, on comprend comment lui, il a eu des gros moyens, des gros revenus pour acheter de l'IMO. Bref, je me dis, c'est le moment de faire un gros coup. Je commence à avoir pas mal de locataires. Je veux pas en avoir beaucoup plus que maintenant. En plus, mon associé, il est parti. Donc, lui, il dit qu'il gère, hein. Je t'embrasse. Mais parfois, il y a des trucs qui arrivent le matin. Et ben, lui, il a 5 ou 6 heures de décalage. Donc, je suis quand même obligé de m'en occuper. Il y a des appartements, j'ai dû faire les visites moi-même parce que les agents IMO, ils n'arrivaient pas à nous les louer. Donc, voilà, je dois aussi m'en occuper et tout ça. Donc, je veux pas beaucoup plus de locataires. Je me dis, c'est le moment de faire un gros coup. Et en fait, il s'avère que je suis en ce moment, enfin, bah, je le suis d'ailleurs toujours à l'heure actuelle, mais enfin, je suis un peu entre les deux.
Locataire de l'endroit où j'habite, voilà, il s'est passé pas mal de trucs depuis 2 ans. J'ai pas mal bougé, j'ai habité dans plusieurs endroits. J'avais vendu mon ancienne résidence principale. Compliqué, enfin bon, voilà. En tout cas, je suis locataire. Je me dis, bon, je vais faire la bonne stratégie maintenant à adopter, c'est acheter un bien super cher, enfin un bien dans un marché qui est cher, pour faire notamment de l'achat-revente à l'étranger. Donc, faire en fait, ouais, bah, un achat-revente, enfin, en fait, à la base, je voulais faire un achat-revente de résidence principale. Je sais pas trop ce que je vais faire dans le futur. Pour l'instant, j'ai pas prévu vraiment de rester en France, de rentrer en France, mais on sait jamais. On sait jamais. Et l'autre bien là dont je vous ai parlé un peu avant, je l'ai aussi un petit peu surpayé. J'ai un peu surpayé les travaux parce que je me suis dit que si je rentrais en France, ça pourrait être très bien un appartement dans lequel je pourrais habiter en fait. Donc voilà, j'ai mis un peu de sentiment. Il faisait beau et tout. Bon, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Entre 7,5 et 8% de renta, c'est pas mal. Je pensais aussi peut-être faire de la LCD, mais vraiment, j'ai pas le temps. Même avec mes concierges, qui sont super bons, ça prend quand même beaucoup de temps, cette LCD. J'ai pas le temps de. J'ai pas envie de j'ai pas envie d'en rajouter pour l'instant. Donc voilà, je me dis, je vais acheter dans une ville chère à l'étranger, faire un achat-revente de résidence principale, enfin en tout cas avec ce but. Et puis aussi, je me dis, ben voilà, il y a toutes les réglementations qu'on connaît du HCSF, même si, bah, comme je l'analyse dans ma super formation de dossier, un dossier bancaire en béton, on analyse le texte ensemble, on voit qu'il y a des possibilités de passer outre. Mais bon, quand même, on a acheté beaucoup de biens et on est pas mal endetté. Michel, il a plus de revenus en plus. À cette époque-là, même, il est chômeur au Canada, même si entre-temps, il a trouvé du boulot. Et voilà, je me dis, bah, acheter dans un pays, ça va être des autres réglementations bancaires. Ça va permettre de aussi diversifier son risque, hein, parce que je t'ai diversifié dans plusieurs endroits déjà. Mais bon, donc, sauf que le problème, c'est que moi, je sais acheter des biens rentables, je sais acheter des biens pas chers, qui crachent beaucoup d'argent, enfin, qui crachent proportionnellement beaucoup d'argent, mais des biens à 10 000 euros le mètre carré, j'en ai jamais acheté. Et en fait, bah, c'est les prix, et encore 10, 11, 12 000 euros le mètre carré, c'est les prix qu'on m'annonce. Euh, donc je vais visiter. En fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, écoute, ça sert à rien d'analyser les chiffres dans tous les sens, les trucs, voir ci, voir ça. Va visiter. Et ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais faire? Je sais beaucoup visiter. Ma première stratégie, c'était en fait de visiter le plus possible et ensuite d'envoyer des offres à la casse sur les biens. J'avais des quartiers que je m'étais fixés. Vu que j'achète tout seul en plus, bah, il y a qu'à moi que je dois plaire. Donc voilà, je m'étais dit, je vais faire en 5 jours. Donc j'ai fait 25 visites. Mon but, c'était, voilà, 5 jours, 25 visites. Je trouve des biens qui sont bien, justement, sur lesquels il y a peut-être un potentiel, donc une bonne affaire. Et puis en plus, après, j'envoie des offres à la casse en espérant que ça passe. Il s'avère en fait que c'est pas ce qui s'est passé. Donc j'ai fait les 25 visites. Vous vous doutez bien, quand on est à 10, 11, 12 000 euros le mètre carré, en fait, les possibilités de création, parce qu'à un moment, je m'étais dit, ouais, ce qui serait une bonne idée, c'est de rajouter une pièce. Acheter un appartement avec une seule chambre et essayer d'en rajouter une. Le problème, c'est quand vous êtes dans des prix comme ça, quand vous visitez des biens à 500 000, 600 000 euros, en fait, il y a pas vraiment la possibilité. Soit ça a déjà été fait, l'optimisation, soit en fait, au niveau des fenêtres et tout, ça passe pas. En gros, il y a une fenêtre par pièce et vous pouvez pas vraiment en rajouter tout ça, donc c'est un peu compliqué. Bref, à force de visiter, j'ai trouvé, ben, je savais même pas que je cherchais ça, mais j'ai trouvé un bon vendeur, donc des sœurs qui avaient hérité en fait d'un appartement. Et je suis rentré dedans, j'ai su que c'était une bonne affaire. Franchement, j'ai rien regardé. J'ai rien regardé. Le truc qui avait j'ai fait une simulation avec l'équivalent de meilleur agent et je pense qu'il y a au moins 100 000 euros de, d'écart entre ce que j'ai payé et le prix du marché. Si c'est pas plus, il y a des sites qui me mettent encore beaucoup plus. Donc voilà.
J'ai fait, donc après là, j'ai réactivé le même mode que j'ai en France quand je vois des bonnes affaires. Je dis à l'agent que je vais acheter, que je vais faire une offre au prix. En plus, j'étais même pas, j'avais le mauvais prix en tête, donc heureusement que je lui ai dit. J'ai fait l'offre, j'avais un document de la banque pour ma solvabilité, je lui ai envoyé. Parce que quand vous êtes tout seul, le problème sur ces marchés, vous êtes en concurrence, vous pouvez avoir les revenus que vous voulez, vous allez être en concurrence avec des couples. Et les couples, bah, souvent, ils ont plus d'argent que vous, hein, parce que bah, parce qu'ils sont deux à charbonner. Et puis, vous êtes tout seul. Bon, voilà, moi, en ce moment, c'est comme ça. Vous payez des impôts de célibataire. euh, Si vous n'êtes pas marié, tout ça. Donc, vous faites défoncer par les impôts. Et donc, quand les gens, ils sont deux, même s'ils ont des métiers qui sont moins bien payés que le vôtre, bah, clairement, ils ont beaucoup plus de pouvoir d'achat que vous. Ils peuvent faire des surenchères, ils peuvent faire tout ça. Donc moi, il y avait un couple avant moi qui visitait et un couple après moi qui visitait. Et le gars il m'avait dit qu'il avait eu 30 messages pendant le week-end. J'avais visité le lundi, donc moi, boum, j'ai envoyé l'offre. Et voilà, c'est passé. J'ai fait mon financement, j'ai de nouveau volume de banque, j'ai vu plein de banques. Ça servait à rien parce qu'en fait, c'était dans une banque dans laquelle j'avais déjà acheté des appartements qui m'a financé, mais j'ai comme voulu faire jouer. J'ai fait le tour de toutes les banques qui étaient, voilà, vu les montants, qui étaient envisageables. Et voilà, là on n'était pas dans le HCSF, la banque elle m'avait dit à l'avance combien est-ce que vous pensez que vous pouvez rembourser. Mais bon, voilà. Donc c'est fait, j'ai fait l'acquisition, j'ai signé mercredi dernier. Et puis maintenant, bah, on sort que j'ai passé le mois de janvier à m'installer. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je retrouve un peu mes notes. Je suis un peu ému. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu ému. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand on achète dans les appartements, comme ça, des appartements chers, pour les Parisiens, vous devez connaître ça, hein, même. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a. Enfin, je sais pas en fait si c'est commencé à Paris, mais vous avez tous les biens que j'ai visités, c'était nickel. C'était pas, il n'y avait pas question d'acheter un bien avec plein de travaux. Déjà, les biens avec plein de travaux, ça va être des maisons. Quand vous êtes à 10, 11, 12 000 euros le mètre carré, les maisons, clairement, voilà, c'est tout de suite du 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million. Donc, bon, c'est pas pour tout le monde et surtout pas pour moi. Et ensuite, parce qu'en plus, ouais, il y a tout le reste de l'endettement, même si le reste de l'endettement, il rapporte. Donc, les appartements, ils sont tous quasiment nickel, où il y a très peu de choses. Quand il y a des travaux, le prix, il est pas du tout. Il est à peine plus faible. Les caves, ça se vend à 3 4 000 euros le mètre carré. Les garages, ça se vend à 6 7 000 euros le mètre carré. C'est de la folie. Euh, donc voilà, c'est un autre mode d'achat, mais tant que vous n'êtes pas dessus, vous n'avez pas beaucoup visité, et ben vous le savez pas. Et voilà, en fait, en 5 jours, j'ai pris l'expérience de quelqu'un, peut-être enfin, de 6 mois de quelqu'un qui cherche doucement. Moi, j'ai fait 25 visites. Voilà, je parlais à tout le monde, je parlais aux agents, je parlais aux locataires, j'ai parlé à plein de gens, j'ai compris les forces et les faiblesses des quartiers. Et quand, ben voilà, quand il y a eu la bonne affaire, tous les gens à qui je parle de cet appartement ils me disent que j'ai fait une super bonne affaire. Donc voilà, j'en suis content. L'agence, il était assez drôle. C'était un peu un je m'en foutiste, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, il a pas mis le prix. Il a pas mis le prix il a pas mis le prix du marché, hein, tout simplement. En fait, je crois qu'il était déjà appliqué dans l'achat ou je sais pas. Enfin, c'était un agent qui était là depuis longtemps. En tout cas, voilà, j'ai signé. Je vous avoue que j'étais pas super à l'aise chez le notaire. Les montants, ils sont importants. Il y avait les deux vendeuses avec leur mari, avec la notaire, avec l'agent. Ils avaient tous au moins la soixantaine. Voilà. C'était. On parlait pas tous la même langue. Franchement, j'aurais bien voulu avoir mon associé. Mon associé. Enfin, voilà, vous êtes tout seul face à 6 personnes. Le montant, il est. Même s'il y a une grosse plus-value à faire. Franchement, j'étais pas super serein et bon, enfin, je pense que j'ai fait un très bon achat. L'avenir nous le dira. Puis personne à la boule de cristal, hein, pour savoir comment les prix ils vont évoluer, notamment avec la hausse des taux. Est-ce que la hausse des taux va se poursuivre? Est-ce que on n'en sait rien. En tout cas, à l'instant T, c'était une très bonne affaire. J'en suis persuadé. Mais quand vous êtes chez le notaire,
qu'il fait gris, qu'il fait nuit, qu'il pleut, qu'il y a 6 personnes, voilà, qui... C'est pas enfin, il y en avait qui se connaissaient, et puis plus vous et tout. Bref, je vous avoue, mon associé, il m'a un peu manqué à ce moment-là. Voilà, je pense donc avoir fait le bon cheminement, 1 million d'euros, beaucoup de dettes à rembourser maintenant. Euh, mais voilà, quand tout sera payé, bah, ça fera, j'espère, 1 million d'euros d'IMO et même beaucoup plus. Et puis bon, l'idée, ça va pas être bien sûr de tout garder jusqu'à la fin. Voilà, les leçons. Ah, je suis un peu ému. C'est vraiment la fin de l'année, voilà. Et puis, vous raconter un peu toute cette histoire. Les leçons qui sont transposables de mon expérience, transposables pour vous. Si vous êtes en début de vie professionnelle, franchement, pensez à changer de pays ou d'employeur, ça peut grandement vous aider. J'étais en Suisse, enfin, je connais bien l'exemple de la Suisse. Il y a des gens qui ont des très bonnes payes, même si la vie est plus chère. Quand vous épargnez 20% de vos revenus, c'est pas la même chose si c'est 20% de 1000 euros ou 20% de 6000 euros. Je sais plus si j'en avais parlé dans le podcast. Là, j'avais une proposition pour aller un peu exercer la même activité que j'ai en ce moment à Dubaï. Bon, là, maintenant, je trouve que je suis trop vieux. Je suis pas trop vieux, mais j'ai pas spécialement envie d'y aller. Mais franchement, ça m'a quand même. Je me suis posé la question parce que là, il n'y a pas d'impôt. Donc après, il faut voir comment vous rapatriez l'argent. Mais en gros, c'était bien payé. C'était 150 000 net, je crois. Voilà, même sans discuter. 150 000 euros net. Et vous aviez tous les autres avantages. Donc, puis il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup d'expérience. Donc pourquoi pas, hein. Franchement, quand vous avez 150 000 euros net, vous vivez avec, ça doit faire quoi, de 12 000 par mois. Je sais pas combien il faut pour vivre à Dubaï, mais je me dis, en plus, si vous êtes en couple, allez, 5 000 euros chacun, tu vis à Dubaï, et puis tu coffres 6 000 7 000 euros. C'est mieux que la paye de beaucoup de gens en France, quoi. Donc voilà, bouger, ça peut être pour moi, ça m'a aidé. Puis ça va, en fait, toute ma vie actuelle, elle est dictée par ce choix que j'ai fait de bouger à l'étranger. Donc non seulement, j'habite toujours à l'étranger, j'ai pu faire l'acquisition de tous ces biens, notamment grâce à mes revenus et les plus-values que j'ai pu faire au départ. Voilà, j'ai pris le goût de beaucoup voyager parce que j'ai été à l'étranger. Si j'étais resté, mes potes alsaciens que j'adore, ils ont beaucoup moins bougé que moi. Donc voilà, tout est un peu lié. Mais bon, les potes alsaciens, ils sont bons en investissement. Ça, on peut pas dire le contraire. Ils investissent un peu tous aussi également. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà. Après, comme toujours, le volume, changer d'employeur. Si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre poste actuel, ça peut être un bon moyen d'augmenter considérablement ses revenus, hein. Alors, il faut le faire quand on a un emploi. Et puis, tu démarches, tu regardes de temps en temps, tu sondes le marché. Si tu vois qu'il n'y a pas mieux, tu restes là où t'es. Et puis, si tu vois qu'il y a mieux, il y a moyen de faire souvent des bons petits gaps. Ensuite, voilà, j'ai toujours eu une vie sociale très active. Et puis, mon associé également. Donc de là, on a pu rencontrer beaucoup de gens et aujourd'hui, sans le savoir, ça nous aide à mort dans notre vie d'investisseur, quoi. Donc le gestionnaire, qui lui-même m'a conseillé mon artisan qui fait les travaux dans l'appartement que j'ai acheté en novembre, l'agent IMO là qui m'a conseillé le premier bien, mon banquier, mon expert comptable, voilà. Et même j'ai vu d'autres agents IMO que je connaissais aussi. Par X ou Y raison, qui m'ont aidé à faire des bonnes affaires. Voilà. Après, maintenant, en plus, j'ai le podcast qui m'a permis d'un peu élargir mon cercle. Donc, je connaissais déjà des investisseurs en physique dans le dur, mais grâce au podcast, j'en connais notamment des un peu plus âgés que moi. Je connaissais des gens de la génération de mes parents. Je connais qui ont des lots, même par centaines. Mais je connaissais pas de gens vraiment qui ont 10 ans de plus que moi. Et ça m'a permis, ces investisseurs, ils m'ont permis de m'ouvrir les yeux sur d'autres stratégies. On voit bien que au bout d'un moment, quand on a beaucoup de locatifs, moi j'ai déjà revendu des biens, mais l'idée c'est plus de faire des achats-reventes que de. Enfin, il y a un moment, les locataires, c'est ingérable quand on en a beaucoup. Alors il faut faire plus que ça. Moi, j'ai pas du tout pour vocation de faire que de l'immobilier parce que j'aime bien faire plein d'autres choses.
Et ensuite, ben voilà, les événements, c'est là, fréquenter d'autres profils d'investisseurs, ça m'a vraiment enlevé ce blocage. J'avais pas vraiment de blocage, mais en fait, j'y pensais plus, vu que j'avais pas mal bougé. Je m'étais dit, bon, bah vas-y, tu continues à acheter dans les zones que tu connais. Et puis là, ça m'a un peu ouvert les yeux sur le mode, voilà, lève encore plus d'argent, va sur des projets encore plus gros. Tout ça en sécurité. La sécurité, comment est-ce qu'on l'a? Ben, en faisant les bons achats. Là, j'avoue que je suis très serein par rapport à l'achat que j'ai fait parce que je sais qu'il y a beaucoup de marge. Même si la valeur de l'IMO, elle baisse un peu, je suis tranquille. Il vaut mieux habiter quelque part. Au pire, je peux le louer. Voilà, j'ai eu des bonnes conditions de financement. Donc, même si c'est un pays, c'est une ville où l'immobilier est très cher, si je le mets en location, voilà, ça me rendra pas riche. En tout cas, pas dans l'instant, mais c'est aussi une possibilité si je décide de partir ou quoi. Voilà, si vous avez des expériences, ça m'intéresserait de personnes qui ont acheté dans un pays pendant qu'ils y étaient et qui ensuite bah, partent et puis gardent le bien. Voilà, je pense que voilà, c'est un bon levier aussi d'enrichissement. Moi, j'exclus pas de. Voilà, alors bon, c'est beaucoup d'idées, de suppositions. Voilà, soit trouver un nouvel associé, pourquoi pas, parce que là aussi, il faut dire que je me suis bien endetté. J'aimerais bien peut-être investir en Belgique ou au moins aller faire un petit tour en Belgique. C'est la même langue. Je connais des gens qui ont investi en Belgique, des Belges, notamment des Belges, mais pas que. Et voilà, c'est un marché, peut-être que ça vaudrait la peine que je m'y intéresse. Puis j'ai déjà eu quand même Romain sur le podcast là qui est un bon investisseur en Belgique et j'ai eu aussi sur Instagram là des contacts avec un gros investisseur belge. Voilà. Et tout ça, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, comment est-ce que j'en suis arrivé à 5 millions d'euros d'IMO? Donc ça a été déjà tout le cheminement, on va dire, l'expérience que j'ai pu en tirer de toutes ces acquisitions. Vous avez vu il y a 3 appartements, un, deux, trois appartements cette année sur les 6 que j'ai achetés dans des copros dans lesquels j'avais déjà des biens. Donc moi, je suis anti, enfin, j'ai pas d'immeuble de rapport, j'ai déjà expliqué pourquoi. Mais ça, quand j'ai des copros qui tournent bien, que je vois qu'elles sont bien gérées, que ça squatte pas, et tout ça, que j'ai un bien, ça fait 2 ans que le locataire est dedans, il nous appelle jamais ni rien, bah, je me dis, bah, ça c'est une bonne copro. Et donc, s'il y a un bien à vendre dans cette copro, donc ça peut être soit dans le même immeuble, donc il y en a un, c'était dans le même immeuble carrément, et les deux autres, c'était dans des bâtiments différents, et ben voilà, pourquoi pas continuer, quoi, ça fonctionne bien. Et donc, au début, le démarrage, il a été assez long. Vous voyez, au début, j'ai acheté un bien, après, je l'ai revendu, puis après, quand je suis allé en France, j'ai acheté un bien, deux biens. Ensuite, je me suis associé, ça avait pris 6 mois pour le financement. Après, je me suis associé avec Michel. Au début, on avait du mal à avoir les financements aussi. Ça avait aussi pris 6 mois, je crois. Même plus, on avait visité, je crois, en septembre. On avait acheté en juin ou en mai, je sais plus. Enfin, c'était super long. Et puis en fait, au fur et à mesure, là, il y a vraiment l'effet cumulé qui est arrivé, les connaissances, les compétences, l'argent aussi, il faut dire ce qui est. Et ça a fait que le rouleau compresseur, il s'est lancé et c'est comme ça que on a pu, voilà, j'ai pu faire l'acquisition d'autant de biens cette année. Voilà, donc si vous êtes au départ, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent sur Instagram, il y en a qui sont déjà des gros investisseurs, il y en a d'autres qui me, euh, qui me disent bah voilà, j'ai un bien, j'aimerais trop, toi t'en as acheté 5, j'aimerais trop faire comme toi et tout. Voilà, c'est l'année où j'ai acheté en euros le plus d'immobilier de ma vie. Et en fait, c'est la conséquence logique de tous ces actes que j'ai mis depuis le début. Voilà. Donc la rentabilité, c'est important au départ. Et puis après, on voit que l'essentiel, c'est quand même de faire des bonnes affaires. N'oubliez jamais ça, faites des bonnes affaires. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre. Voilà. Formation négociée pour faire des gros billets. Elle est pas chère, elle est moins chère que presque tous les cadeaux de Noël que vous avez pu acheter à vos vieilles tantes et oncles que vous n'aimez pas. Mais tout le reste n'est qu'accessoire. Je vous remercie 1 million de fois pour votre soutien tout au long de l'année. On n'a pas failli à la règle. Chaque semaine, vous avez le droit à un épisode. J'ai trop adoré vous rencontrer dans l'événement qu'on a pu organiser en Alsace, à Turkheim, et puis après
à Bordeaux, à Paris, à Budapest, à Lyon. Je vous kiffe. Je vous souhaite une super bonne fin d'année et une année 2023 exceptionnelle. Merci à tous pour vos retours, d'être là et tout. Voilà. C'est le moment sentimental de l'année. Ce sera l'épisode sûrement le plus sentimental, le plus personnel que j'aurais fait. Je pense que j'irai pas plus loin. Je suis déjà allé peut-être un peu trop loin. Mais voilà, c'était, je pense, le moment d'un peu dévoiler tout ce parcours exceptionnel de Bye Bye Patron. Voilà, je vous embrasse très fort. Bon réveillon. Et on se retrouve l'an prochain avec toujours des invités toujours plus fous et des podcasts toujours aussi géniaux. Bye bye.